Ce 16 novembre est célébrée la Journée internationale de la tolérance. À l'occasion de cette journée, le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, Pacome Adjurouvi, a adressé un message aux Togolais les exhortant à promouvoir la tolérance et à renforcer les bases de la cohésion sociale. Que pense donc la population à ce sujet? Quelques-uns s'expriment. La tolérance, selon moi, c'est d'abord un état d'esprit et de la personnalité de notre humain. Quand je suis tolérante, mais j'ai des limites aussi. Je peux être tolérante jusqu'à un niveau pour ma famille, mes amis, mais si on abuse de ma confiance là, je n'assume de rien. J'accorde facilement ma confiance, mais je n'aime pas qu'on trahisse ma confiance. Ou bien mentir à mon égard là, je ne pardonne pas. Bon, en fait, j'ai été tolérant envers un collègue. Je lui ai emprunté ma moto, mais au retour, il m'informe que la moto a été volée. Je me suis dit que nous sommes des frères et qu'on pouvait gérer ensemble cette situation. À la fin, je me suis rendu compte qu'il a plutôt vendu la moto. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus tolérant. La tolérance, c'est le fait d'accepter certaines choses venant d'une personne, mais d'une manière à ce que ça ne soit pas un abus. Je peux être tolérant une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Mais si ça continue la quatrième fois, là, je ne pourrai plus répondre de rien. Je serai obligé de réagir. Je peux dire que la tolérance, c'est le fait d'accepter ce qui ne nous convient pas en fait. Bref, quelqu'un te fait quelque chose, tu dois témoigner un peu d'indulgence à son égard pour le pardonner en fait. Je peux dire que je peux être tolérant, mais ça a ses limites en fait quoi. On ne peut pas être tolérant avec tes limites. Ça peut arriver que quelqu'un te fasse quelque chose, ça va dépasser les limites. Alors tu peux briser ton niveau de tolérance. Je peux tolérer beaucoup de choses comme genre les insultes, les choses minimes qu'on peut me faire. Mais ce que je ne tolère pas le plus, c'est le manque de respect en fait quoi. Et les abus. Parce que dans nos sociétés actuelles, on peut être victime d'abus, ça on ne peut pas tolérer pour plaire à quelqu'un en fait quoi. Retenons que la tolérance est une valeur essentielle qui permet de vivre en harmonie dans une société. Elle garantit le maintien du vivre ensemble dans une société confrontée à de nombreux défis liés à la diversité culturelle et religieuse. Réunis à Lomé courant semaine dernière, les ministres des Transports des pays de la CEDEAO se sont concertés pour réduire, si possible, les coûts du transport aérien dans l'espace. La concertation a débouché sur une feuille de route adoptée par les participants. Selon le communiqué rendu public par les autorités de la communauté, cette feuille de route adoptée vise la suppression de toutes les taxes jugées non conformes aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. En plus de cette mesure, d'autres recommandations sont aussi nées de cette rencontre. Recommandations qui seront présentées au prochain Conseil des ministres et des chefs d'État de la CEDEAO, prévu pour se tenir en décembre 2024. Parmi ces recommandations, la réduction de 25% des redevances liées aux passagers et à la sécurité. En Afrique de l'Ouest, les taxes, redevances et les frais représentent près de 50% du coût total d'un billet d'avion. Si ces recommandations de la feuille de route sont adoptées par le Conseil des ministres et des chefs d'État de la CEDEAO, les États disposeront d'un an pour faire des ajustements et prendre des dispositions budgétaires nécessaires pour une transition en douceur. À partir du 1er janvier 2026, les nouvelles recommandations de la feuille de route doivent commencer par s'appliquer dans tous les États de la CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest reste l'une des régions du monde où les voyages en avion sont les plus chers selon l'Association internationale du transport aérien, les taxes et les redevances dépassant le plus souvent les $100 par passager. Aux États-Unis, la moyenne des taxes et redevances tourne autour de $40. En 2023, les échanges bilatéraux entre le Togo et la Turquie ont atteint un total de 30 millions de dollars, soit une augmentation de 50% par rapport aux années antérieures. Ces chiffres
viennent des déclarations de l'ambassadeur turc Mutiberg Kilic lors d'une réunion avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Lors de cette réunion diplomatique, il était question d'explorer les nouvelles opportunités pour stimuler les investissements dans le pays et renforcer la coopération entre les entreprises de la Turquie et celles du Togo. Ceci participera à la création d'emplois et par ricochet répondra aux problèmes de chômage. Notons que récemment, le ministre des Affaires étrangères Robert Dussé s'est tenu avec son homologue Mevlut Cavusoglu à Ankara. Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur plusieurs sujets comme l'agriculture, accords de coopération économique et commerciale ont été signés. Ce partenariat entre le Togo et la Turquie couvre plusieurs secteurs importants, à savoir l'agriculture, le commerce et le tourisme. Grâce à ceci, les deux pays s'engagent à renforcer davantage leur coopération dans ces domaines. Depuis quelques années, la vindicte populaire devient chose courante au Togo. De présumés voleurs ou délinquants sont victimes de lynchage ou sont carrément exécutés. Le dernier cas enregistré a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 novembre à Lomé. Un jeune homme de 25 ans soupçonné de vouloir voler un casque de moto a été passé à tabac par 5 autres jeunes jusqu'à sa mort selon la police. Cette nouvelle vindicte populaire relance le débat sur l'autojustice au Togo au lieu de collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité. En effet, ces lynchages pour la plupart du temps se justifient par certains comme un manque de confiance en la justice togolaise. Mais en réalité, la pratique de la vindicte populaire constitue une défiance envers l'État togolais et le système judiciaire puisque la loi l'interdit et cela va à l'encontre des dispositions qui garantissent le droit à la vie. La loi punit le délit de vindicte populaire par l'article 222 du nouveau code pénal. Ainsi, selon la loi, toute personne qui soumet un individu à des peines ou traitements cruels et inhumains est puni d'une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 25 à 100 millions de francs CFA. Eu égard à cette disposition, il est important que tout présumé voleur arrêté soit signalé aux forces de l'ordre et de sécurité. Des volontaires de l'association Energia au Mali participent à une opération de reboisement dans la forêt de Zamblara menacée de disparition dans la région de Sissako. Au cours des 3 dernières décennies, près de 20 000 km² de forêt ont disparu au Mali, selon l'association environnementale TRIAID, alors que le pays fait face à la désertification. La déforestation au Mali, elle est très importante parce qu'il faut se dire la vérité. Le bois de chauffe constitue essentiellement le bois qui permet de faire la cuisson au niveau du Mali et c'est pour ça qu'il est urgent encore de s'occuper de la gestion et de la protection de la nature parce que les forêts sont en train d'être coupées pour essentiellement le bois de chauffe et le bois de cuisine. Au Mali, les forêts sont notamment victimes de l'action de l'homme, la majeure partie du pays dépendant du bois de chauffage pour cuisiner. Une étude réalisée en 2019 par la Commission africaine de l'énergie a révélé que 64% de la consommation finale totale du Mali provenait de la biomasse, principalement du bois de chauffage et du charbon de bois utilisé par les ménages. Il faut qu'on protège nos forêts davantage, mais il faut également qu'on mette en place de nouvelles forêts et privilégier la régénération naturelle. C'est d'une importance capitale. Si on ne le fait pas, on va droit au mur. Et si on continue comme ça, mais moi je me dis que c'est la disparition de l'Afrique. En 2007, des pays africains ont lancé la Grande Muraille Verte. Le projet vise à créer une ceinture d'arbres sur plus de 8000 km pour faire reculer le désert. Au Mozambique, les manifestations contre les résultats de l'élection présidentielle sont désormais interdites. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Ronda, dit que ces manifestations sont des actes de terrorisme. Il accuse les organisateurs de manipuler des jeunes pour créer le chaos. Ces troubles ont commencé après les élections présidentielles contestées. L'opposant Venancio Mondlane accuse le parti au pouvoir d'avoir truqué l'élection remportée par le candidat du parti, Daniel Chapo.
À Maputo, des manifestants ont bloqué des routes et allumé des feux. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour les disperser. Depuis octobre, les affrontements ont fait au moins 18 morts selon les ONG. Certaines sources parlent de plus de 30 victimes. La répression ne vise pas que les manifestants. 2 journalistes sud-africains ont été arrêtés alors qu'ils couvraient les troubles. De plus, les autorités ont limité l'accès à Internet. Selon les ONG, ce serait une tentative pour faire taire les critiques. Alors que la COP29 se déroule à Bakou, l'Afrique se trouve à un carrefour décisif dans sa transition énergétique. Malgré un énorme potentiel, le continent fait face à un défi majeur. Des millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Et 1 milliard sont privés de solutions de cuisine propre. Pourtant, le continent dispose de vastes ressources en énergie renouvelable et en minerais essentiels à la transition énergétique mondiale. Malheureusement, ces minerais sont exportés à bas prix alors que nous importons des produits finis, ce qui génère de l'inflation. Pour relever les défis climatiques, le continent doit transformer son économie, exploiter ses ressources et industrialiser pour répondre aux besoins locaux, tout en contribuant à la transition énergétique. Le directeur de PowerShift Africa déplore, l'Afrique exporte ses ressources mais reste dépendante des importations. La solution, transformer localement ses richesses pour répondre à ses besoins. Le continent africain a besoin de s'unir et de saisir l'avantage stratégique dont il dispose. Nous avons des minéraux et un incroyable potentiel en matière d'énergie renouvelable. Et le reste du monde souhaite s'engager en Afrique. Le continent possède effectivement des atouts majeurs, un réservoir de minéraux essentiels et un énorme potentiel en énergie renouvelable. Encore faut-il user de ces avantages. Ces soldats ukrainiens terminent 2 mois d'entraînement intensif en France. Cette brigade, équipée de chars et d'artillerie fournis par la France, a été formée par la Task Force Champagne. Elle se prépare à retourner en Ukraine pour affronter les forces russes. Ils ont beaucoup progressé. C'est impressionnant la rapidité avec laquelle ils se sont améliorés. Maintenant, ils sont capables de combattre, de manœuvrer. La brigade, baptisée Anne de Kiev, rend hommage à une princesse ukrainienne devenue reine de France. Avec 4500 soldats, elle regroupe infanterie, artillerie et ingénieurs, soutenus par l'expérience française et un arsenal moderne. Nous, on a l'expérience, l'armée française, elle a l'expérience de ce qu'on appelle les opérations extérieures qu'on a menées en ex-Yougoslavie, en Afrique, en Afghanistan. On a cette expérience-là, on a l'expérience du combat, mais sur quelque chose un peu corps expéditionnaire, ce qu'on appelle dans notre jargon les opérations extérieures. Donc on a cette expérience-là, on n'a pas l'expérience d'un combat à parité. Donc de la guerre de deux armées constituées, équipées avec du matériel moderne. Ça, nous, on le redécouvre avec eux. 1500 soldats français ont été mobilisés pour l'entraînement, essentiel face à l'escalade de la guerre en Ukraine. C'est un rapport de Climate Trace publié vendredi qui l'annonce. 7 États ou provinces ont rejeté plus d'1 milliard de tonnes métriques de gaz à effet de serre. 6 sont chinois alors que le 7e est américain, le Texas. Le document publié à la COP29 à Bakou en Azerbaïdjan place Shanghai en tête de liste avec une production de 256 millions de tonnes métriques. Le texte a par ailleurs alerté sur la hausse des émissions de l'Inde, de l'Iran, de l'Indonésie et de la Russie entre 2022 et 2023. A contrario, le Venezuela, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis connaissent une baisse de leurs émissions. Autre bonne nouvelle, vendredi, des dirigeants d'entreprises pétrolières dont Total, BP et Shell ont promis 500 millions de dollars pour élargir l'accès à l'énergie durable
et aider les populations en Afrique subsaharienne et en Asie à passer à des modes de cuisson propres.